Bonjour à tous et bienvenue dans le Wikifin Lab. Aujourd'hui, vous allez en apprendre davantage sur les questions d'argent, tout en vous amusant. Alors ne tardons plus, on va démarrer tout de suite. Une visite au Wikifin Lab, c'est une visite guidée pédagogique de groupe accompagnée d'un animateur, accessible à tous les élèves du secondaire. Hey! Une expérience unique, interactive pour mieux comprendre les mécanismes financiers de base. Un parcours gratuit autour de 3 thématiques avec des animations et des jeux, parfois en groupe et parfois seul. Un contenu pertinent, conforme au programme scolaire. L'occasion de développer son esprit critique, se poser les bonnes questions sur ses finances et apprendre à faire ses propres choix au quotidien. Une immersion ludique et éducative pour prendre en main ses finances dès le plus jeune âge. Chacun prend sa tablette en main. Surveillez bien le chrono et votre budget. Sans oublier des témoignages de jeunes qui partagent leurs connaissances et leurs doutes liés aux questions d'argent. Dépensière. Utgiver. Sparder. Spara. Dépensier. En plus du parcours éducatif, le Wikifin Lab vous permet également d'en apprendre plus sur toute une série de thèmes liés à l'économie, à l'argent et à vos finances. Nous nous trouvons maintenant précisément devant le mur des savoirs du Wikifin Lab. Et le mur des savoirs, c'est tout simplement un mur qui fait apparaître des tas d'objets et qui ont tous un lien avec un concept développé pendant votre visite du Wikifin Lab. À vous de jouer, parce qu'au Wikifin Lab, on joue avant tout. Créé par la FSMA, l'Autorité des services et des marchés financiers, le Wikifin Lab est un centre d'éducation financière interactif accessible à tous les élèves du secondaire. Plus d'informations sur www.wikifin.be. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir depuis l'auditoire du Wikifin Lab et je suis en très bonne compagnie avec Bruno Coleman, qui sera l'orateur de ce jour, et avec les élèves enthousiastes de 5e secondaire de l'Institut Sainte-Ursule de Forêt. Et c'est un réel plaisir pour moi, d'autant plus que nous sommes dans un endroit unique au monde. Alors vous me direz, je ne suis pas objectif, puisque je suis le président de la FSMA qui gère le Wikifin Lab, mais je peux vous assurer que le Wikifin Lab est au monde le seul centre interactif complètement digital, accessible au grand public et qui est géré par une autorité de contrôle. Car le Wikifin Lab est en effet géré par la FSMA. Je crois pouvoir considérer que la plupart d'entre vous ne savent pas ce que c'est la FSMA. Qu'est-ce que c'est la FSMA? Eh bien, c'est là où travaillent des gens comme moi qui sont des flics un peu particuliers. Nous n'avons pas de képi, nous n'avons pas de moustache, mais nous sommes en charge du contrôle du secteur financier. Ça veut dire que nous contrôlons les banques, les assureurs, les très nombreux intermédiaires qui existent en Belgique, que ce soit des courtiers ou des agents d'assurance ou en service bancaire, et nous contrôlons aussi la bourse, plus exactement, nous contrôlons la qualité de l'information diffusée par les sociétés cotées à la bourse de Bruxelles qu'on appelle Euronext Brussels. Donc nous avons un certain nombre d'outils de contrôle, mais nous avons également demandé à pouvoir aussi jouer un rôle actif, essayer d'avoir une valeur ajoutée pour une mission qui nous tient à cœur, toutes et tous. Et quand je dis toutes et tous, c'est mes collaboratrices, mes collaborateurs et moi-même, c'est même un engagement personnel, c'est d'aider tout un chacun à développer par lui-même ses propres connaissances en matière d'éducation financière. Alors pour ce faire, nous avons mis sur pied il y a quelques années un programme qui s'appelle Wikifin. Je vous rassure, on a contrôlé les droits d'auteur, on ne va pas avoir des problèmes au tribunal avec certaines personnes. Wikifin a été lancé depuis 2013 et c'est un énorme succès depuis lors. Et nous avons pour ce faire développé 3 piliers. Le but étant chaque fois peut-être de ne pas être nécessairement là où on nous attend. Alors bien sûr, nous avons un website que je vous conseille de consulter, Wikifin. Un énorme succès. 4 millions de visiteurs par an. C'est peu de choses par rapport à Angèle, Damso, et nous ne sommes pas des Kardashians, mais je peux vous dire 4 millions de visiteurs par an, c'est énorme pour un site géré par une autorité publique. Et pourquoi ça a un tel succès? Parce qu'on ne veut pas vous parler de choses compliquées, sophistiquées. Le but n'est pas de faire de vous des spéculateurs, au contraire, le but c'est de vous aider dans votre vie quotidienne. Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle un des onglets les plus populaires de notre website, c'est savoir comment trouver un code et comment le gérer, comment gérer un budget. Ça montre bien que notre but, c'est de vous aider
par vous-même à développer des connaissances en matière d'éducation financière. C'est un peu une approche que privilégiait un grand philosophe de l'Antiquité, Socrate, qui disait « connais-toi toi-même ». Et si tu ne connais pas la réponse aux questions que tu poses, va voir d'autres personnes, va consulter des experts, discute-en dans ta famille. Notre but, c'est aussi d'éviter que parler d'argent, ce soit un tabou entre vous et vos parents. Moi, je fais partie d'une génération, avec Bruno Coleman, où on ne parlait pas d'argent à la maison. Je ne savais pas du tout combien gagnaient mes parents. Le but, ce n'est pas de le savoir nécessairement, mais je n'avais pas d'idée nécessairement, à votre âge, de savoir quel était le coût de la vie réelle. Ça a changé, et je dirais, c'est bien, parce qu'il faut pouvoir développer un bagage critique pour éviter soit de faire de mauvais investissements, et dans ce cas-là, c'est un problème, je dirais, d'appel public irrégulier à l'épargne, soit de ne pas avoir les bonnes réponses, de ne pas être réaliste dans la gestion de son budget. Ça, c'est pour notre premier pilier, Wikifin. Deuxième pilier, c'est nos ambassadeurs. Ce sont par exemple les 2 professeurs d'économie qui accompagnent leurs élèves de l'Institut Sainte-Ursule-Forêt, qui sont les ambassadeurs en matière d'éducation financière. Savez-vous que 80 000 professeurs, que ce soit du côté néerlandophone ou francophone, utilisent nos fiches pédagogiques? Ça fait beaucoup, ça fait 80 000 downloads déjà de matériel pédagogique disponible gratuitement pour tout un chacun. Et cet enthousiasme se révèle aussi dans notre 3e pilier, qui est ce Wikifin Lab. Wikifin Lab, soyons clairs, tout le monde nous a déconseillé de le faire. J'ai reçu des avis en me disant « Monsieur Servet, n'ouvrez pas un Wikifin Lab. Personne ne viendra, c'est trop loin pour les néerlandophones, pour les francophones. » Nous l'avons ouvert en septembre 2020, en présence de Sa Majesté la Reine, de la Première ministre, de différents ministres, d'un commissaire européen, et depuis lors, c'est un succès fantastique. Même pendant toute la période du Covid, l'auditoire et, je dirais, toutes nos animations étaient fort demandées. Nous affichons complet, et c'est encore le cas jusqu'à fin de l'année. Plus de 4000 étudiants sont déjà venus visiter. Et je vous encourage déjà à le faire, c'est gratuit, il faut juste passer par le website du site de la FSMA et de Wikifin. Alors pourquoi un tel succès? Peut-être parce que les questions que vous vous posez, à juste titre, ce sont des questions qui nous intéressent. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais, nous avons tenu à développer quelque chose qui essaye de vous répondre, de répondre à vos différentes questions. Et c'est ce qu'on retrouve également cette semaine dans le cadre déjà de la 7e édition de la Semaine de l'Argent. Ça, c'est aussi un pilier important, si je peux dire, de nos activités. C'est ce qu'on peut appeler le 3e pilier bis, avec le Wikifin Lab, c'est d'organiser de temps en temps des événements. Par exemple, nous sommes en concurrence avec l'armée belge, une fois par an. Nous sommes là pour les festivités de la fête nationale du 21 juillet. Et donc, un certain nombre de personnes sont étonnées de voir des gens qui leur parlent de leur budget le 21 juillet. À chaque fois, on essaye de sortir de nos murs. On va aussi dans des shopping centers. On va aussi rencontrer les nafteurs qui arrivent à Bruxelles, par exemple, à la gare centrale ou à la gare du Midi ou à la gare du Nord. Et c'est ce qu'on fait chaque année dans le cadre de la Semaine de l'Argent. Cette année, 75 000 élèves de l'enseignement primaire et secondaire jouent avec nos jeux. Par exemple, l'enseignement primaire, on a 2 jeux, Just in Budget et Gère tes pépettes. Bien. Et c'est quoi Gère tes pépettes? C'est un jeu qui vous permet, dans le cadre de vos cours à l'école primaire, de gérer le budget pour une excursion scolaire. Est-ce qu'on va manger bio ou pas? Comment est-ce qu'on se déplace? À vélo, en bus, en train? Toutes ces questions importantes pour commencer à gérer un budget. Et dans le cadre de la Semaine de l'Argent, nous avons prévu un certain nombre d'orateurs, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter, enfin je ne crois pas que je dois vous le présenter, Bruno Coleman, qui est un des économistes les plus connus en Belgique francophone. Je crois que tout le monde a déjà entendu ou vu Bruno Coleman parler. Il est l'auteur d'un nombre incalculable de livres. Je crois que si on devait mettre tous les livres dans le Wikifin Lab, l'auditoire, on n'est pas sûr qu'on y arriverait. Il écrit aussi vite que son nombre, je veux dire, et c'est aussi quelqu'un qui est très pédagogique. Et il va dialoguer avec vous, puisque vous êtes quand même, et c'est important à souligner, plus de 6000 élèves de l'enseignement secondaire inscrits pour les 2 leçons en ligne, que ce soit du côté néerlandophone, ou aujourd'hui, ça c'était hier, et aujourd'hui du côté francophone. Hier, nous avions, du côté néerlandophone, 1 200 000 auditeurs sur le programme de la VRT
radiotuée. Autant vous dire qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, et c'est normal quand on connaît Bruno Coleman, et vous allez pouvoir l'entendre, mais aussi poser des questions, à commencer par les étudiants, je dirais, qui sont dans le lab, mais aussi on va lui proposer une expérience, un vrai challenge pour lui. Il a l'habitude de répondre à mes questions, mais c'est la première fois, je crois, Monsieur Coleman, que vous répondez à des questions posées par des influenceurs. Curieux de voir ça. Alors, les influenceurs, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous les connaissent, c'est Crégo, c'est Julie Verveine, c'est Vidal Alex. Je suis curieux de voir comment va se gérer le dialogue entre Bruno Coleman et les influenceurs. Merci de votre présence et merci de votre enthousiasme pour l'éducation financière. Je cède la parole à Bruno Coleman. Vidal et Julie, les explorateurs. Coucou tout le monde, c'est Julie et je vous présente mon cousin Vidal. Yo tout le monde! Et toi, comment tu t'appelles? Waouh, c'est un super beau prénom! Attends, mais y a personne qui a parlé là? Les explorateurs. Aujourd'hui, on s'apprête à partir in holidays, en vacances. Et pour ça, on a besoin de nos passports, nos passeports. Attends, tout le monde sait que passport ça veut dire passeport, enfin, c'est le même Est-ce mot. que tu vois nos passports? Il est là le passeport. Il est là le passeport. Il est là, le passeport est là. Est-ce que tu connais le chemin pour partir à Dubaï? Moi non plus. Alors on va demander à la carte. Dis-le avec moi. La carte, la carte, la carte. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Taxi, aéroport, Dubaï. Je suis la carte, je suis la carte, je suis la carte. Il y a un truc que je comprends pas. On est des explorateurs, pourquoi on prend l'avion? C'est une collab, un partenariat, c'est gratuit, on y va et c'est tout. Toi, t'es devenu comme shipper, hein. C'est pour ça que Babouche t'a quitté même. Je t'interdis de parler de babouche. Bon, on est prêt à partir. Il faut juste que je prenne l'argent dans mon sac. Mais c'est trop bizarre, je pense avoir mis tout le budget dans mon sac. Mais Vidal, arrête de shipper. Oh non, me dis pas que t'as pris tout l'argent de mon sac. Non, j'ai rien Vidal, pris du arrête tout. de mentir. Mais c'est parce que je voulais juste acheter une PS5, j'ai juste pris 10 euros, t'as plein d'argent en Mais plus. Non, C'est bon, heureusement là. que j'ai tout budgétisé. Et qu'il me reste des économies sur mon compte en banque. Ah bah en parlant de compte en banque justement, je voulais justement te dire... ça- Vidal, arrête de respirer. C'est gagné! C'est gagné! C'est gagné! Yeah! Yes, we did it! C'est gagné! Pourquoi c'est important d'épargner? We did it! Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Paul de ta belle introduction. On est tous les deux à porter une cravate, donc on est un peu d'un ancien temps. Moi, j'aurais bien aimé avoir votre âge et puis aussi suivre ces cours parce que, comme Jean-Paul Servet l'a dit, à mon époque, on n'avait pas de compte en banque. On pouvait l'ouvrir, je pense, à 18 ans. Il n'y avait pas d'application, il n'y avait rien du tout. Il y avait ce qu'on appelait des carnets d'épargne. C'était comme des carnets en carton, on mettait des timbres. Donc c'était un monde qui était complètement préhistorique. Et donc voilà, vous êtes dans un monde nouveau, un monde où l'argent est accessible. Et c'est un bonheur de partager la connaissance avec vous, avec toutes les années qui nous séparent. Et d'abord pour parler finalement de l'épargne. Alors l'épargne, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est épargner? Finalement, c'est assez simple. Quand on a de l'argent, quand on possède un billet, quand on a de l'argent sur un compte, on peut en faire deux choses. On peut le dépenser ou l'épargner. Le dépenser, on doit parfois le dépenser pour acheter des choses, des biens, à manger, des fournitures scolaires, enfin que sais-je. Et l'épargner, c'est quoi? C'est dire qu'on met de l'argent de côté pour une dépense qui normalement aura lieu plus tard. Et donc, c'est mettre de l'argent pour une consommation future. C'est ça, en fait, l'épargne. Et l'épargne, ça correspond à d'abord la protection, parce que il peut nous arriver de très belles choses, parfois des imprévus. Et donc, cette épargne, elle sert à couvrir des imprévus qu'on peut avoir dans sa vie. Par exemple, ici, un smartphone qui a été cassé, c'est un achat qu'on doit faire, peut-être parfois un objet qu'on a perdu, peut-être un restaurant qu'on a envie de faire, un cinéma, n'importe quoi. Donc, on sait qu'on va dépenser de l'argent demain, en fin de semaine, on met cet argent de côté. Mais
quand on est plus âgé, ça sert aussi à prévoir des dépenses à beaucoup plus long terme. Par exemple, l'éducation des enfants. Quand on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, ça coûte de l'argent. Il faut payer la scolarité, parfois une scolarité qui peut durer très très longtemps. On doit aussi épargner pour ce qu'on appelle sa pension. Vous savez, quand on travaille, on est payé, normalement on reçoit un salaire, mais à un moment, les choses s'arrêtent et on reçoit ce qu'on appelle une pension de l'État, mais ce n'est pas toujours suffisant. Et en fait, ce n'est pas toujours suffisant dans tous les cas. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mettre de l'argent de côté pour mais prévoir un complément de revenus, parfois, qui sera nécessaire dans 40 ou 50 ans, c'est-à-dire dans bien longtemps. Mais on peut aussi épargner pour une maison, pour une location, pour un appartement. Donc, c'est en fait de la consommation de demain, mais qu'on veut mettre de côté aujourd'hui. C'est ça le principe de l'épargne. Et finalement, comment est-ce qu'on détermine le montant qu'on peut épargner? C'est assez simple. On doit comparer ce dont on dispose comme argent avec les dépenses qu'on doit faire, qui sont absolument obligatoires. Et la différence, c'est ce qu'on appelle la capacité d'épargne, c'est-à-dire ce que je suis capable de mettre de côté pour ces dépenses futures dont je parlais. Et je pense que c'est... Il y avait tout à l'heure dans le film, on disait dépenser, épargner, dépenser, épargner. Je pense que dépenser, c'est bien, épargner, c'est bien aussi. Parce que ça constitue une sorte de discipline et ça permet de rester en contrôle de ses finances. Quand on épargne, en fait, on est discipliné, on décide de ne pas tout dépenser et donc on se prévoit une marge de sécurité si demain ou plus tard, il y a des dépenses à effectuer. Donc ça fait partie d'une logique, je pense, qui est assez saine. Et donc très rapidement, vous pouvez voir, en comparant vos revenus et vos dépenses, ce que vous êtes capable d'épargner par mois. Alors, mettre de l'argent placer de l'argent sous forme d'épargne, ça suppose d'avoir ce qu'on appelle un compte d'épargne. En fait, il y a 2 sortes de comptes. Si vous avez vous-même un compte avec sur votre smartphone, vous avez ce qu'on appelle un compte à vue, qui est en fait un compte pour les dépenses quotidiennes. Et puis, vous avez ce qu'on appelle le compte d'épargne, qui présente en fait un peu les mêmes caractéristiques, mais qui est plutôt destiné à garder l'argent pour des dépenses futures, pour le plus long terme. Et dans ces 2 comptes, l'avantage, c'est que c'est très liquide. C'est-à-dire que c'est quoi la liquidité? C'est la capacité de pouvoir retirer l'argent à tout moment. Aujourd'hui, on vit dans une économie ou dans un contexte bancaire où vous pouvez à tout moment épargner et consommer. Et donc, ça s'appelle la liquidité. Alors, je vous en parle parce que moi, quand j'avais votre âge, avec ces fameux carnets d'épargne, qui étaient vraiment des carnets en carton avec des cachets, on devait demander un préavis, on devait prévenir 15 jours à l'avance quand on voulait retirer de l'argent. Ce n'était pas encore l'euro, c'était le franc belge. Et donc, il fallait aller à la banque et dire, voilà, dans 15 jours, je voudrais retirer cet argent. Et donc, on mettait des cachets, etc. Puis 15 jours après, on pouvait venir chercher les billets et les pièces. Mais aujourd'hui, bien sûr, l'argent est plus liquide. On peut le dépenser, le consommer, l'épargner, bien sûr, plus rapidement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a en Belgique aussi un système de protection des dépôts. C'est très important. Ça n'existe pas partout. Il y a parfois des grandes faillites bancaires et des pays. Regardez ce qui se passe en Russie pour le moment, avec des banques qui s'écroulent. Et c'est très dangereux, évidemment, parce que si on dépose son argent en banque, on doit s'assurer que cette banque va rester solide, qu'elle sera encore là dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que si on épargne de l'argent à très long terme pour des enfants, pour une maison, pour un appartement, une location, de la pension, on doit être sûr que la banque reste solide, reste présente. Et c'est pour ça que l'État donne sa garantie au dépôt. C'est 100 000 € par épargnant, par banque. Et donc, ce qui est un montant très important, ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes protégé quand vous mettez de l'argent dans une banque belge, mais en fait, c'est le cas dans toutes les banques européennes. Et donc, c'est une grande sécurisation qui, en fait, vous permet de dormir sur vos 2 oreilles. Si vous placez de l'argent dans une banque, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, personne ne va vous le prendre. D'accord ? Le taux d'intérêt, lui, c'est quoi? C'est la rémunération de la monnaie. En fait, le taux d'intérêt, quand vous prenez un billet de banque, comme ça, vous le secouez, il n'y a pas d'intérêt qui sort. C'est un billet qui est inerte, il est ce qu'il est. Par contre, quand vous déposez votre argent sur un compte d'épargne, on vous récompense pour cette épargne. Et qui vous récompense? La banque. La banque, en fait, va vous donner un intérêt, une récompense, une rémunération pour le fait d'avoir épargné. Et cette rémunération, elle est très faible maintenant, parce qu'on vit un contexte économique un peu particulier, mais normalement, elle devrait être de l'ordre de 2-3%. Ce qui veut dire qu'en fait, quand vous
épargnez, non seulement vous vous disciplinez parce que vous dites « Ok, je ne vais pas tout dépenser maintenant », ce qui est bien, mais en plus, vous êtes récompensé par un taux d'intérêt si vous placez votre argent sur un compte en banque. Je répète, aujourd'hui, c'est quasiment zéro, mais on vit des situations particulières, ça devrait remonter dans les prochaines années. Les taux d'intérêt commencent d'ailleurs à remonter, mais voilà, on a eu un grand choc il y a quelques années. Alors, on peut aussi investir dans d'autres choses. Alors, c'est des concepts qui ne vous sont peut-être pas tout à fait familiers maintenant, mais on peut, par exemple, investir en actions. Vous avez certainement entendu parler de la bourse. Qu'est-ce que c'est la bourse? Alors, on va en reparler un peu plus dans quelques minutes, mais la bourse est un endroit, il y a un grand bâtiment à Bruxelles qui est la bourse, gigantesque. D'ailleurs, j'ai eu la chance de diriger cette bourse il y a quelques années. C'est le plus grand bâtiment boursier au monde. Donc, la bourse de Bruxelles, c'est le plus grand, le plus gigantesque bâtiment en bourse qu'on puisse trouver sur la planète. Et c'est là que des gens, tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, échangent des actions, achètent des actions. Qu'est-ce que c'est des actions? Ben, c'est simplement une partie de la propriété d'une entreprise. C'est une façon d'épargner aussi. Par exemple, vous pouvez acheter des actions McDonald's. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous achetez d'actions McDonald's, c'est comme si vous possédiez un tout petit peu McDonald's. Et ce que vous espérez, c'est que quand vous possédez cette action, je vois rien en fait. Pardon? Ah, il y a une vidéo sur la bourse, ok, voilà. Après? Ah oui, d'accord. Attends, ouais. Donc voilà, bon, on en parlera. Mais donc, vous achetez des actions. Voilà. Vous pouvez acheter des obligations. Les obligations, c'est un peu la même chose que les actions, mais les obligations, c'est des prêts que vous faites à l'État ou aux entreprises. Et puis, les banques ont développé toute une série de produits un tout petit peu innovateurs qui sont des mélanges d'actions, des mélanges d'obligations, parce que ça vous permet de diversifier vos placements. Voilà. Et donc, il existe énormément de moyens d'épargne. Il y a le compte en banque, le compte d'épargne, et puis alors les actions, les obligations et des produits un tout petit peu particuliers. Alors, où est-ce qu'on achète Pardon? Ah, c'est parce que moi, c'était pas... Vous lancez la vidéo? C'est maintenant? Allez-y, parce que je ne vois pas le truc. Allez-y. Bon allez, c'est parti pour une nouvelle journée de travail aujourd'hui. On va se préparer, on va mettre une petite chemise, un pull par-dessus pour pas avoir froid. Apparemment aujourd'hui j'ai une conférence importante sur la bourse ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas trop compris ce que c'était. Bon allez, je dois me rendre au bureau, c'est parti, on y va, on va essayer d'attraper le tram. Voilà, c'est bon. C'est vraiment la routine ces jours-ci, vraiment j'en peux plus. Oh non, je suis super en retard, vas-y, j'espère que je vais pouvoir rentrer dans le bâtiment. Hein, quoi? Pourquoi elle me laisse pas passer celle-là? Non, monsieur, ça ne va pas être possible. C'est une blague, sérieux? Vas-y, pousse-toi maintenant, tiens! Hé! J'avais dit non! Oh là là, purée, je suis complètement en retard, j'espère que le boss va pas m'engueuler. Bon, allez, vas-y, c'est bon, je suis rentré dans le bureau maintenant, j'espère que ça va aller. Il ne faut pas confondre la bourse avec les bourses. La bourse est pour l'argent, les bourses pour faire des enfants. Et surtout ne jamais sortir ces bourses à la bourse. Et surtout ne jamais sortir ces bourses à la bourse. C'est quoi la bourse? Alors, où est-ce qu'on c'est ça la bourse. Bon, maintenant je suis nouveau à Mescala, désolé, il y avait eu un petit peu d'incompréhension. Ben, qu'est-ce que c'est la bourse? Donc la bourse, c'est d'abord un bâtiment. Aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, c'est plus dans le bâtiment que se passent les choses, mais c'est comme un endroit qu'on voit parfois dans les films où les gens s'achètent et se vendent des actions. Et qui sont les personnes que vous devez rencontrer pour acheter en bourse? Eh bien, ce sont des banquiers, mais vous pouvez aussi, sur un smartphone, acheter des actions. Donc, quand vous avez des applications bancaires, vous pouvez les utiliser pour acheter des actions, et sans savoir tout ce qu'il y a derrière, eh bien, quand vous achetez des actions sur votre smartphone, il y a toute une série de personnes derrière vous qui font en sorte que vous achetez une action McDonald's et qu'elle arrive sur votre compte. Donc, ce sont des choses qui sont tout à fait accessibles par ordinateur, par une app ou par un conseiller bancaire. Et donc, la bourse, c'est quoi? C'est un lieu d'échange, parce que chaque fois que vous achetez une action McDonald's, il y a quelqu'un qui la vend.
Alors pourquoi est-ce que quelqu'un achète une action et pourquoi est-ce que quelqu'un la vend? Parce que ces personnes ne pensent pas la même chose. Moi, j'achète une action McDonald's parce que je suis persuadé que McDonald's est une entreprise extraordinaire qui va lancer plein de nouveaux produits. J'aime ça. Je veux avoir une action dans l'entreprise McDonald's. Et en même temps, il y a quelqu'un qui va dire « Moi, j'y crois plus. Moi, j'y crois plus parce que je pense qu'on va manger vegan, on va manger des produits plus sains, des salades, on va arrêter de manger d'hamburgers. Donc, je n'aime plus tellement l'action McDonald's, je la vends. » Et donc, à tout moment, vous avez des gens qui se rendent compte, qui achètent et qui vendent. Et donc, c'est un lieu d'échange, mais c'est aussi l'endroit où des sociétés vont chercher du capital quand elles ont besoin d'avoir des personnes qui leur apportent de l'argent frais. Alors, c'est moins fréquent que l'échange, mais ça fait partie de la logique des choses aussi. Comment est-ce qu'on détermine le prix d'une action? Donc, cette fameuse action McDonald's. Comment savoir finalement combien ça vaut, à quel prix est-ce que je dois acheter, et la personne qui vend, à quel prix est-ce qu'elle vend? Il faut qu'à un moment, les prix soient le même. Sinon, on ne se rencontre pas, il n'y a pas de transaction. Donc, il faut que, moi, si je dis que je paye en euros 50 € pour une action, il faut que la personne qui la vende soit d'accord de recevoir 50 €. Tant qu'on n'est pas d'accord, ça ne va pas le faire. Et donc, il y a des gens que vous ne voyez pas, qui sont des analystes financiers, des personnes qui sont localisées dans tous les coins du monde, et qui analysent l'action, qui se demandent quels sont ses résultats, qui font des projections. Tiens, l'action McDonald's va bien faire, va moins bien faire, qui font des modèles sur Excel, que c'est, des choses très compliquées, qui tiennent compte de nouveaux événements. Bon, McDonald's, ça peut être un nouveau produit, mais ça peut être dans différents domaines, un vaccin, ça peut être des phénomènes parfois qu'on ne contrôle pas. Une situation géopolitique, l'Ukraine qui arrive, le virus, le climat qui change. Et donc, tous ces éléments vont influencer la loi de l'offre et de la demande. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de McDonald's? Parce qu'il y a un truc qui m'avait fort frappé. Il y a 5-6 ans, McDonald's a décidé aux États-Unis de lancer le petit déjeuner à toute heure. Vous savez, ils ont l'hamburger classique, avec les frites et tout, mais on peut aussi prendre son petit déjeuner. Et le petit déjeuner, c'est quoi? C'est d'habitude un œuf sur un croissant. Parfois, c'est un peu bizarre. Bon, aux États-Unis, ils aiment bien manger des œufs avec des croissants. Et en fait, ils se sont rendus compte que comme de plus en plus de personnes travaillaient la nuit, travaillaient le jour parce qu'ils travaillaient dans des centres Amazon un peu partout, en fait, sortir de son travail et avoir un petit déjeuner, c'est pas que le matin. Il y a des personnes qui travaillent dans des chiffres de jours avec des heures décalées et donc qui ont envie d'avoir un petit déjeuner quand se termine leur nuit ou leur partie de travail. Et tout d'un coup, l'action McDonald's a augmenté, elle a fait quasiment x3, parce qu'il avait trouvé une nouvelle façon de lancer un produit. Un autre exemple, je ne sais pas si vous connaissez Taco Bell. Taco Bell sont des tacos. Eh bien, ils ont décidé aux États-Unis c'est une action qui a fortement monté, parce qu'ils ont dit, en fin de compte, il n'y a pas 3 repas par jour, il y en a 4. Il y a le matin, le midi, 4 heures et le soir. Et donc, ils ont fait, par du marketing, rentrer dans l'esprit des gens qu'il y avait 4 repas. Mais tout d'un coup, l'action a monté. Donc, c'est tous des phénomènes qui sont pris en compte et qui permettent de déterminer la valeur d'une action. Donc, c'est vraiment l'économie réelle. Alors, ce n'est pas vous tout seul qui allez faire ce calcul, mais des gens le font pour vous et ça donne un cours en bourse qui dépend de tous ces éléments. Et bien sûr, c'est marqué ici, le cours bouge tout le temps parce que, il y a des agents cachés, des gens qui vendent à tout moment. Et alors, avant de passer au petit film, donc les grandes questions à se poser quand on achète des actions, c'est d'abord, est-ce que je peux me le permettre? Quelle est ma situation financière? Est-ce que vraiment je suis capable d'épargner? Et quand on achète des actions, c'est pour le long terme, c'est pas pour 5 minutes. Je sais bien qu'il y a des gens, parfois dans les cours de récréation, qui achètent, qui vendent des bitcoins, n'importe quoi, à toute vitesse. Mais bon, pour quelqu'un qui gagne, il y a quelqu'un qui perd. Donc il faut rester très prudent et très, très calme, très paisible. C'est quoi mes objectifs? Peut-être garder des actions pendant longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et pourquoi? En espérant qu'elles augmentent en valeur. Avant d'acheter des actions, il faut se poser la question de savoir si on est bien conscient de ce qu'on fait, le pourquoi, le comment. Donc il faut un peu lire. Mais en même temps, c'est passionnant. C'est passionnant de s'intéresser à une société. Quand vous regardez sur les news, sur Google, McDonald's, vous verrez tout ce qui affecte cette société, tout ce que les gens en pensent. Ça permet d'augmenter votre connaissance, de susciter votre curiosité. Et bien sûr, la vraie question et la plus importante, c'est quoi les risques que je suis prêt à prendre? Parce que si j'achète une action McDonald's, j'y crois, je l'achète, quelqu'un me la vend parce qu'il n'y croit pas, il faut être sûr que ça augmente en valeur et que je sois capable de supporter cette augmentation, que je sois capable d'aimer l'augmentation de valeur, mais de supporter une perte si un jour j'ai une perte. Et c'est pour ça que, en fait, quand vous épargnez, vous avez toujours le choix entre un placement sans risque, vous mettez votre argent sur un compte en banque,
un compte à vue, un compte d'épargne, ou bien vous prenez plus de risques, vous avez la chance de peut-être gagner plus, mais le risque de devoir perdre. Et ça, c'est l'arbitrage que vous devez faire. Voilà, je propose qu'on lance ce petit film. Bonjour Julie, j'ai appris que tu louais ton premier appartement, mais n'oublie pas, si tu achètes un canapé et un lit, tu n'auras probablement pas assez pour acheter une armoire. Est-ce que tu auras assez pour investir? Parce que tu as un budget à respecter, tu ne peux pas tout acheter. Bonjour. Bonjour. Je vous ai entendu parler de budget, mais est-ce que tu connais le code Motherload? C'est un code de triche pour gagner 50 000 simflouz. Grâce à ça, tu pourras acheter tout ce qu'il te faut. J'ai plein de thunes, je peux acheter plein de choses. Le code Motherload, il n'existe pas dans la vraie vie et je ne sais pas gérer mon argent. Donc c'est quoi le bon plan pour investir? Voilà, c'est quoi le bon plan pour investir? Investir, donc, c'est d'abord se projeter dans le futur. Hein. C'est qu'est-ce que je vais faire de mon argent? Ça dépend d'abord du budget qu'on a. Et on revient à la première question qu'on posait tout à l'heure, est-ce qu'on a quel montant des dépenses, quel montant de l'argent qu'on reçoit? Ça peut être un job étudiant, ça peut être n'importe quoi. Et donc, la différence, c'est l'épargne dont je parlais tout à l'heure. Deuxième question, c'est à quoi va servir cette épargne? On en a déjà parlé, hein, une dépense future, un cinéma, une location, des vacances, n'importe quoi. Et en fait, on se fait une petite réserve d'argent pour justement ces dépenses auxquelles on renonce aujourd'hui pour les avoir demain. Et puis le dernier élément, c'est est-ce qu'on est prêt à supporter des pertes? Et ça ramène à ce que je disais tout à l'heure. C'est bien d'avoir de l'épargne sur un compte en banque, c'est stabilisé, c'est protégé, c'est sécurisé par l'État, donc cet argent ne va jamais disparaître, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités de gain. Et donc, ce qui veut dire que si vous prenez des risques, ça peut être positif, comme avec des actions, mais ça peut malheureusement devenir négatif. Et donc, dans votre vie, retenez ça. Il y aura toujours un choix à faire entre la sécurité, qui est en fait, qui ne rapporte pas beaucoup, un taux d'intérêt même très faible, et puis la prise de risque, qui peut rapporter de l'argent, mais peut vous en faire perdre aussi. Et tout ça dépend de votre sentiment par rapport au risque, votre perception du danger, vos caractères. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus prudentes que d'autres qui aiment bien prendre des risques, entreprendre plein de choses, qui investissent, qui achètent des actions, mais tout dépend finalement de sa propre intuition, de sa propre raison. Et donc, on est tous différents. Il n'y a pas de bonne solution. Tout le monde n'a pas envie d'acheter des actions. Ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour les personnes qui ont une envie un peu différente de ceux qui préfèrent la stabilité. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui préfère la stabilité. Et donc, je vais rester prudent dans mes finances. Mais je vais donc renoncer à des gains. Je vais aussi ne pas avoir de pertes parce que ma psychologie, c'est plutôt la prudence. Ça dépend de tout un chacun. L'horizon d'investissement, c'est très important aussi. Quand vous déposez votre argent sur un compte bancaire, sur un compte d'épargne, vous pouvez le retirer à tout moment. Ce n'est pas comme quand j'étais gosse, il fallait 15 jours. À tout moment, vous pouvez le retirer. Mais si par contre, vous achetez des actions ou des produits qui sont construits par les banques, ça veut dire que souvent, l'argent est bloqué pendant une certaine période. C'est vrai qu'une action, vous pouvez l'acheter aujourd'hui, la vendre demain, mais ça n'a pas de sens. Parce que quelqu'un qui achète et qui vend, d'habitude, finit par perdre toujours. Il faut garder des actions pendant plusieurs années. Quand on achète des bons de caisse ou des produits comme ça qui sont émis par les banques, eh bien, l'idée, c'est que l'argent est aussi bloqué pendant un certain nombre d'années. Et c'est parce que cet argent est bloqué pendant plus longtemps, c'est pas simplement de manière liquide, que vous recevez d'habitude un taux d'intérêt un peu plus élevé, qui vous récompense de bloquer, de vous déposséder de l'argent pendant une certaine période. Et donc, ça veut dire que le placement, l'épargne qu'on va constituer, ça dépend des besoins en cash qu'on a. Si par exemple, vous dites, voilà, on est maintenant au mois de mars, je voudrais l'année prochaine, en 2023, faire un voyage, peut-être que ce n'est pas des actions McDonald's qu'il faut acheter. Parce que vous ne savez pas quel sera le cours de l'action McDonald's dans un an. Peut-être que il aura augmenté, tant mieux, vous avez un gain, mais peut-être qu'il aura baissé. Donc, votre horizon de temps, c'est super important. Par exemple, si vous devez mettre de l'argent pour ces vacances, c'est mieux, je pense, de mettre ça sur un compte d'épargne. Là, vous pouvez le voir, le constater, il ne bouge pas et il sera disponible quand vous en aurez besoin à l'été de l'année prochaine.
aussi, ce qui est très important, c'est il faut apprendre. Alors, apprendre, c'est fascinant, c'est passionnant. Et moi, je vous invite à passer, je ne sais pas moi, toutes les semaines, une demi-heure, 1 heure, à regarder sur les sites, sur Google, vous vous intéressez à une action, vous vous intéressez à un produit, au fast-food, à tout ce qui vous intéresse, comment évolue le prix des actions qui font des télécoms, comment évolue le prix de l'action Apple, par exemple. Chaque semaine, vous vous intéressez à quelque chose. Et vous verrez que très rapidement, vous allez avoir votre niveau d'expérience qui va augmenter. Très, très rapidement, plutôt que de simplement regarder les choses de manière superficielle. Et ça, vous pouvez le faire chez vous, dans votre coin, et c'est une bonne façon d'apprendre les produits financiers. Vous pouvez aussi consulter des sites. On mentionne le site Wikifin, qui est très bien fait, je l'ai vu. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sources d'apprentissage. Il y a beaucoup de personnes qui ont des tutoriels, qui ont des petits dessins animés, des petits films pour vous aider à comprendre comment marche la finance. Et que donc, et c'est un bon conseil, si on n'a pas d'expérience, on doit y aller vraiment pas à pas, de manière lente, et surtout ne jamais se précipiter. La précipitation n'est jamais un bon conseil quand on commence à s'occuper des finances. Il faut bien réfléchir et être tout à fait paisible. Alors, je disais tout à l'heure qu'on a tous des psychologies un peu différentes. On ne sait pas pourquoi c'est comme ça. On est influencé par nos parents, par nos expériences, par nos vies. Certains d'entre vous seront peut-être fonctionnaires, d'autres seront indépendants, entrepreneurs. On ne sait pas. On a tous des résonances. On est tous différents. Et donc, on possède tous ce qu'on appelle une aversion au risque. C'est peut-être pas le bon mot. Finalement, il y a des gens qui adorent le risque. C'est dangereux le risque, mais voilà, en même temps, ça fait vibrer les gens. Et puis, il y a des personnes qui n'aiment pas le risque, qui aiment rester un peu à l'écart, de manière calme, paisible. Et dans la finance, c'est la même chose. Mais il faut rester sage. C'est-à-dire que si on aime le risque, ce n'est pas pour ça qu'on va mettre tout son argent en bourse. Parce qu'on sait qu'on peut à un moment avoir un krach boursier, on peut avoir un problème en bourse, puis y avoir un événement qu'on n'avait pas prévu, une invasion en Ukraine, un virus, que sais-je. Et donc, on doit, même si on a une envie de risque, on doit rester prudent, on doit rester calme. Et inversement, il y a des personnes, comme je disais, qui n'aiment pas le risque et qui, elles, seront plutôt investies en dépôt d'épargne, mais ce sera bien sûr moins rémunéré. Donc, le risque est rémunéré, je me répète beaucoup, mais le risque, ça veut dire que c'est positif et parfois négatif. Ce qui veut dire que quand on s'intéresse à un produit financier, quand on s'intéresse à une action, à une obligation, à tous ces mots qui sont un peu vagues maintenant, mais que vous apprendrez à connaître avec les années, renseignez-vous, regardez de quoi il s'agit. Il y a beaucoup d'informations sur beaucoup de sites, et ça vous permet de vous faire une religion sur les choses. Alors, il y a un autre élément qui est très, très important dans le domaine de la finance, c'est la diversification. Qu'est-ce que ça veut dire diversifier? Ça veut dire que, et on le fait tous dans nos vies, même si on aime bien le risque, même si on croit très fort en quelque chose, ne pas, comme on dit, mettre tous ses œufs dans le même panier, donc être prudent en termes même de prise de risque, c'est important, ça s'appelle la diversification. Donc, par exemple, reprenons le cas de l'action McDonald's. Vous dites, moi je crois à McDonald's, j'y crois, parce que c'est vraiment, c'est l'entreprise numéro 1 aux États-Unis, il y a des McDonald's partout, on connaît le goût, le signe, enfin, on aime bien les frites, que sais-je, n'importe quoi. Mais certains diront, oui, mais peut-être qu'il faut être un peu plus prudent. Il y a d'autres entreprises qui font du fast-food. Il y a Burger King qui en fait, par exemple. Il y a encore d'autres. Peut-être qu'il ne faut pas mettre tout son argent sur McDonald's, mais un tout petit peu dans Burger King. Parce que peut-être que si un jour Burger King va mieux, McDonald's ira un peu moins bien. Et on commence à diversifier avec 2 actions. On commence à avoir des risques qui commencent à s'équilibrer les uns les autres. Et puis, on va se dire, mais est-ce qu'on ne devrait pas peut-être acheter des actions Apple ou des actions d'une société qui sont dans un domaine un peu différent, mais qui peut-être vont changer le futur. Et donc, la diversification, qui est en fait la répartition des placements dans différents produits, ça permet de diminuer le risque moyen qu'on prend. Si vous investissez votre argent comme McDonald's, votre risque c'est McDonald's. Ça va bien, tant mieux, ça ne va pas, tant pis pour vous. Mais si vous achetez 3 actions, McDonald's, Burger King, Apple, Google, eh bien, vous allez avoir ce phénomène que certaines actions vont bien performer, d'autres moins. Et donc, globalement, votre risque va commencer à s'équilibrer. Et ça, c'est vraiment un principe de base dans la finance. Plus on prend des risques, plus on doit être patient. On ne gagne pas de l'argent comme ça, clac, 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 ce n'est pas possible.
Et on peut éviter des risques, en fait, idiots ou excessifs en diversifiant son portefeuille, c'est-à-dire en ne mettant pas son argent dans le même panier. Et donc, c'est pour ça que les personnes qui investissent en bourse, qui achètent des produits financiers, achètent des produits en dollars, en euros, de sociétés européennes, américaines, belges, allemandes, c'est-à-dire diversifient pour avoir une sorte de portefeuille moyen qui amortit les chocs plutôt que de concentrer le risque dans quelque chose. Mais de nouveau, si la diversification, c'est vraiment important, si l'horizon de temps est tout aussi important, ça dépend de nos psychologies. Et on ne peut pas les décoder. Certains aimeront prendre un peu trop de risques, peut-être parfois trop par rapport à ce qu'ils peuvent se permettre, d'autres ne préféreront pas en prendre. Et donc, comme disait Jean-Paul Servet tout à l'heure, il faut se connaître soi-même. On doit jamais faire des choses qui sont contre l'intuition, cette espèce de petite pensée qu'on a en nous-mêmes et qui nous guide à faire tous les choix qu'on fait dans notre vie. Vous savez, on dit qu'on prend 10 000 décisions par jour, à commencer par savoir quelles chaussettes on met, quelles chaussures, comment on se peigne, des décisions on n'y pense même pas. Mais la finance, ce sont des décisions qu'on ne prend pas comme ça en vitesse. On doit y réfléchir, être bien calme, bien paisible et prendre le temps de faire ces bons choix. Donc, quand on résume les choses, d'abord la patience, on investit de l'argent avec du risque seulement si on n'en a pas besoin immédiatement. Si vous avez besoin de cet argent rapidement, c'est un compte d'épargne, c'est stable, c'est sécurisé, c'est garanti par l'État, il n'y a aucun risque. Si par contre vous commencez à prendre des risques, à ce moment-là, vous commencez à avoir besoin d'un peu de temps. Diversifier, c'est ce qu'il y a en bas, diversifier vos placements, c'est très important, pas tous vos œufs dans le même panier. Et alors tenir compte des frais, j'en ai pas parlé, mais quand vous achetez des actions, des obligations, des produits financiers, en fait, il y a des frais de transaction. Vous devez payer la banque, vous devez payer quelques impôts, et donc d'habitude, plus un produit est risqué, plus les frais sont importants. Quand vous mettez de l'argent sur un compte d'épargne, il n'y a pas de frais, c'est fini. Il est là, il est bien, il est au calme. Si vous achetez des actions, même diversifiées, vous devez payer quelques frais qui parfois peuvent être quelques pourcents. Donc ça veut dire que c'est important d'avoir le temps d'absorber ces frais. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui achète et qui vend tout le temps des actions, j'achète McDo, puis demain je vends, j'achète, je vends, finit par perdre beaucoup d'argent parce que le montant de ses gains, en fait, est plus petit que tous les frais qu'il doit payer à la banque. Donc il faut faire très attention à ces éléments. Et encore, je pense. Allez, c'est parti pour une nouvelle mission GTA de BX, les gars. Maintenant, je pense que vous connaissez le concept. Aujourd'hui, très grosse mission. On a rendez-vous avec la chef de la mafia bruxelloise. Apparemment, elle a une très grosse mission pour moi. Alors, ça dit quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Ok mon gars, aujourd'hui ta mission, c'est un bon investissement. Prends ce sac et amène-le à la mafia adverse. T'as intérêt à me ramener les livres en échange. Sinon, t'es mort. Ok, vas-y, j'ai l'argent. Je vais essayer de bien l'investir où il faut. Et le but, c'est de récupérer les livres de science. Par contre, le problème, c'est que je dois m'intégrer dans la mafia ennemie. J'espère que le chef de la mafia va coopérer et qu'il va me donner les livres de science sans faire de chichi. En tout cas, je croise les doigts pour que ce soit pas un mauvais investissement ici. Ok, là, on arrive dans les locaux. Ok, on rentre dans la pièce ici, c'est bon. Vas-y, balance la thune maintenant. Voilà le butin. Vas-y, maintenant, donne les livres de science. T'as vraiment cru que j'allais te donner les bouquins de science comme ça? C'est la bagarre. Est-ce que tu veux la bagarre? C'est la bagarre. Est-ce que tu veux la bagarre? Il a vraiment cru qu'il pouvait me voler les livres. Bon, ok, je viens de traiter avec la mafia, mais comment ne pas se faire avoir quand on investit? Oui, ça c'est une bonne question, parce que vous entendez partout parler des fraudes aux cartes bancaires, des fraudes proximité. Vous recevez tous les jours des emails frauduleux. Et en Belgique, ça arrive. Moi, je connais quelques personnes qui se sont fait attraper récemment. Vous avez des SMS qui vous demandent de vous brancher sur un site, d'utiliser votre lecteur de carte bancaire, de mettre votre code, etc. Donc, faites super attention parce que vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Et si à un moment vous donnez vos accès bancaires, et je connais vraiment quelqu'un à qui c'est arrivé, mais tout récemment, votre argent est siphonné, il n'existe plus. Un jour, vous ouvrez un smartphone, il est marqué 0. Donc, c'est un peu embêtant. Et donc, il y a énormément de façons de voler de l'argent. Mais il faut savoir que dans le domaine financier, comme l'argent attire les voleurs,
il y a toute une série d'institutions qui sont là pour éviter. Ben, la FSMA, par exemple, que Jean-Paul Sauvé dirige, a comme fonction, entre autres, de prévenir contre les arnaques, les vols, les sites dangereux qui permettent à certains de voler votre argent. Donc soyez hyper prudents, parce que tout ce qui est un peu bizarre, d'habitude, est suspect. Il faut le savoir. C'est comme par exemple, ces emails que vous recevez. Ben, vous savez, on vous demande des codes Amazon, on vous demande plein de trucs, etc. Quand vous regardez l'adresse d'où ça vient, c'est une adresse un peu genre bizarre quand même. Et ben, donc, il faut faire super attention. Parce que comment est-ce que les fraudes sont commises? Ben, essentiellement par email, bien sûr, par SMS, par appel téléphonique. Les vieilles personnes se font souvent attraper. On les appelle, on leur dit, tiens, vous devez recevoir un remboursement de telle institution. J'ai besoin de votre compte en banque, et puis de fil en aiguille, la vieille personne commence à donner son code, à utiliser son boîtier, et c'est la catastrophe. Donc, c'est arrivé à ma mère, d'ailleurs, c'est vous dire, bon. Donc, il faut être super prudent. Les pop-ups sur les réseaux sociaux, on en voit souvent aussi, ce sont des fraudes. Ce sont des fraudes. Tout ce qui est bizarre, je disais, est d'habitude frauduleux. Et alors, vous verrez dans votre vie, il y a toujours des gens qui vont vous promettre un rendement gigantesque. Du 10%, du 15%, enfin des rendements gigantesques. Eh bien, vous savez quoi? Ça ne marche pas. Il y a des fraudes gigantesques qui ont été organisées en 2008, il n'y a pas tellement longtemps, vous étiez très jeune à l'époque, où il y a, je crois, 60 milliards de dollars qui sont partis comme ça en fumée aux États-Unis en quelques jours. Donc des fraudes absolument colossales. D'habitude, quand le rendement qu'on vous promet dépasse un peu le bon sens, ce n'est pas normal. Personne n'est capable de donner un rendement supérieur à ce que le monde de la finance donne. C'est qu'il y a une arnaque quelque part. Donc, gardez ça en tête que quand c'est suspect, d'habitude, c'est frauduleux. Et voilà. Quand je parle des SMS, moi j'en reçois 1 ou 2 par jour, des trucs un peu bizarroïdes, quoi. Il faut vraiment faire gaffe. D'ailleurs, maintenant, en poussant sur les SMS, on a directement accès à un site, et alors les ennuis peuvent commencer. Donc, soyez très prudents. Comme je disais, si c'est trop beau, ben, c'est que c'est pas vrai, c'est que c'est faux. Et donc, ne partagez jamais vos données bancaires. Vous seriez étonné du nombre de personnes qui sont des gens qui le savent, qui sont intelligentes, qui connaissent la fraude et qui quand même le font. Et alors après, ben, ce n'est pas sauvable comme situation. On vous demande votre code, votre numéro de compte, votre boîtier, puis vous commencez à rentrer dans une logique avec quelqu'un qui est très gentil, vous dit mais non, ne vous inquiétez pas, etc., avec quelqu'un qui vous parle au téléphone, qui vous met en confiance. Un voleur vous met toujours en confiance, évidemment, sinon bah, vous vous enfuirez. Et ça conduit à la catastrophe. Donc faites super attention. Le monde de la finance est un monde extraordinaire, vous avez tout à apprendre, et j'espère qu'aujourd'hui vous aurez eu quelques points comme ça d'apprentissage, mais c'est un monde qui attire les personnes qui veulent prendre votre argent aussi. Hein. D'habitude, le voleur, bah, on le retrouve dans les mondes d'argent et pas ailleurs, donc soyez super prudents, et ça fait partie des derniers conseils que je voulais vous donner. Voilà. Ben, je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. J'espère simplement que je n'ai pas été trop théorique, que tout ça résonne en vous. Mais on peut parler de choses beaucoup plus précises maintenant et je suis à votre disposition. Merci. Voilà. Oui. Oui. Ben écoutez, je vais répéter la question. Je parlais tout à l'heure de Taco Bell, de McDonald's. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir en Bitcoin? Bon, alors moi, je vais vous dire, je vais être très authentique avec vous. Le Bitcoin, c'est une réalité. On peut ouvrir un compte en Bitcoin, acheter des Bitcoins, vendre des Bitcoins, mais c'est un produit qui est hyper spéculatif. Parce que personne n'est capable de relier la valeur du Bitcoin à quelque chose d'un peu tangible. On sait bien qu'il y a des technologies, la blockchain, etc. Mais quand le Bitcoin gagne ou perd 20%, personne ne comprend bien pourquoi. Quand vous achetez une action McDonald's, vous savez qu'il y a une réalité derrière. Il y a un nombre d'hamburgers qui sont vendus dans tous les McDonald's du monde, donc c'est plus ou moins mesurable. Donc les cryptos, c'est bien, ça donne l'impression qu'on peut vite gagner de l'argent, on peut vite en perdre aussi, et donc je serai quand même très prudent. Je comprends qu'on puisse le faire pour des montants minimes, vous savez, pour un peu, et c'est bien, ça fait partie quelque part de l'apprentissage,
mais ça reste, je pense, quelque chose d'un tout petit peu dangereux. Donc il faut rester prudent, je pense. Voilà. Restez prudent. N'investissez jamais des montants trop importants parce que sinon vous allez tomber dans le piège de ne pas avoir diversifié. Vous voyez? Vous allez vous dire, et tous comme ça, on a des convictions, comme ça, on a des moments d'enthousiasme, on est tous des humains, hein, on croit, on va waouh, 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 quelqu'un a gagné autant, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Mais une fois que le gars perd, il n'en parle pas. Hein. Et donc, il reste prudent avec ça. D'accord? Oui? Alors, vous avez tout à fait raison. La question, c'est de savoir, l'épargne oui, je vais répéter. L'épargne ne rapporte pas grand-chose maintenant. Le taux d'intérêt est quasiment zéro. Pourquoi pas tout mettre en bourse? Eh bien, c'est une question de risque. D'abord de psychologie. Est-ce que vous avez envie de prendre des risques ou pas? C'est un premier choix. Mais une épargne ne rapporte pas grand-chose, mais elle est sécurisée. Et vous avez raison, le taux d'intérêt est quasiment nul. Donc, ce qui est bizarre comme situation, hein, c'est même anormal, c'est particulier. Mais au moins, l'argent est sécurisé. En bourse, vous prenez plus de risques. Et donc, il y a vraiment un choix à faire entre les deux. Et autant peut-être, ça n'a pas de sens de mettre tout sur un compte d'épargne, autant ça n'a certainement aucun sens de mettre tout en bourse non plus. Donc, c'est ça la diversification. La diversification, ce n'est pas simplement quelques actions, mais c'est globalement où est-ce que je mets mon argent. Et je pense qu'idéalement, vous devez avoir sur un compte d'épargne les dépenses que vous savez que vous devrez faire. Donc, si vous avez des dépenses prévues, un resto, un cinéma, un voyage, n'importe quoi, là, comme vous connaissez ces dépenses, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus prudent, logique, de mettre ça sur un compte d'épargne. L'argent en bourse, c'est vraiment de l'argent que vous êtes prêt à garder en bourse pendant très longtemps. En fait, on parle de 5 à 8 ans. Parce que quand vous rentrez en bourse, ça chez McDonald's, Apple, ça, vous ne savez jamais comment ça va évoluer. Mais par contre, vous dites qu'avec le temps, ça doit plus ou moins être rentable. Et donc, c'est une question d'horizon de temps et de diversification. Voilà, ça c'est la réponse. Il y a des questions encore ici que j'en vois. Il paraît qu'avec de l'inflation, je perds de l'argent si je laisse mon argent sur un compte d'épargne. Alors, c'est très, 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 très intéressant. Qu'est-ce que c'est l'inflation? C'est les prix qui augmentent. Et on voit les prix qui augmentent maintenant, un peu partout. Hein. Les prix alimentaires, les prix énergétiques, et honnêtement, ils augmentent beaucoup. Hein. Normalement, quand vous mettez votre argent sur un compte d'épargne, vous devriez au moins recevoir un taux d'intérêt égal à l'inflation. Je m'explique. Si les prix augmentent de 5% par an, d'accord, et que vous mettez 100 € sur un compte d'épargne, c'est comme si ces 100 € ne valaient plus que 95 en fin d'année. Puisque comme tout coûte 5% plus cher, les 100 € perdent le pouvoir d'achat. Donc, on vit une situation extrêmement bizarre. Aujourd'hui, le taux d'intérêt est plus bas et quasiment nul, alors que le taux d'inflation est un peu plus élevé. Alors, il y a deux réponses à ça. D'abord, le taux d'inflation ne va peut-être pas rester à 5% tout le temps. Il peut à un moment diminuer, et ce serait une bonne chose. Mais d'autre part, ce n'est pas pour ça qu'on doit mettre son argent en bourse. Parce que de nouveau, il y a l'aspect de la sécurité qui joue. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui met son argent sur un compte d'épargne perd une partie de l'inflation. Donc, son pouvoir d'achat baisse. C'est pour ça que je vous disais, mettez sur un compte d'épargne les dépenses prévisibles à plus ou moins court terme, comme ça vous ne perdrez pas tant. Mais en même temps, vous avez la sécurité. Donc là, voilà, il y a un arbitrage à faire, il y a un choix à faire. Tout dépend de la psychologie des uns et des autres. Est-ce qu'il y a une seule bourse ou plusieurs bourses en Belgique et dans le monde? Ben, une question très intéressante. Il y a des bourses dans chaque pays. Chaque pays. La plus grande bourse du monde, c'est Wall Street, c'est New York. La deuxième, c'est Shanghai. Et puis, dans tous les pays, il y a une bourse. En Belgique, en France, aux Pays-Bas, il y en a un peu partout. Pourquoi? Parce que la bourse d'un pays sert essentiellement à échanger les actions des sociétés qui sont créées dans ce même pays. Donc, par exemple, les entreprises belges cotées en bourse sont traitées à la bourse de Bruxelles. On traite aussi des actions étrangères, mais c'est plus intuitif, c'est plus logique d'être coté dans son pays quand on est issu de ce pays. D'accord? Si on achète une action d'une entreprise, est-ce qu'on peut la revendre à tout moment? Oui. Je ne crois pas que ce soit le bon choix d'acheter et de vendre tout le temps, parce qu'on perd les frais bancaires, on en parlait tout à l'heure. Mais oui, on peut théoriquement acheter et vendre tout le temps. Acheter le matin, vendre l'après-midi.
Comment est-ce que le prix d'une action est fixé au départ? Alors ça, c'est très très intéressant comme question. Qui fixe le prix d'une action? Eh bien, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Le prix d'une action, ça dépend des acheteurs et des vendeurs. C'est un peu un magma, parce que vous ne savez jamais qui achète et qui vend en bourse. La bourse, c'est comme si c'était un rideau. Quand vous achetez, vous ne savez pas qui vous vend, et quand vous vendez, vous ne savez pas qui vous achète. C'est opaque, c'est anonyme. Et donc, le prix, il est déterminé par tous les acheteurs et tous les vendeurs qui disent « je veux acheter à tel prix, vendre à tel prix, acheter à tel prix, vendre à tel prix ». Et tous ces ordres, toutes ces demandes d'achat et de vente sont rassemblés et à un moment créent un cours de bourse. Mais donc, ce qui crée le cours de bourse, ce n'est pas quelqu'un qui dit « ça vaut autant », c'est le flux continu, la mouvance de l'économie qui fait que les prix changent tout le temps. C'est un peu bizarre, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à prévoir un cours de bourse. On n'arrive pas à le prévoir parce qu'on ne sait pas qui sont les acheteurs et les vendeurs derrière, le rideau dont je parlais, on ne sait pas. Et donc, on se dit que sur le long terme, ça rapporte de l'argent, mais c'est le marché. Donc, des millions de personnes, ensemble, vous, moi, et puis tous les autres dans le monde, qui créent ces achats et ces ventes qui forment lui-même le cours de bourse. On ne sait pas plus, c'est un des grands mystères. Il y a depuis 70 ans des gens qui écrivent des livres là-dessus tous les jours, sans avoir trouvé la solution. Donc, vous ne la trouvez pas non plus, je pense. Est-ce qu'il y a des taxes sur les actions? Oui. Il y a des frais bancaires, il y a des taxes qu'on appelle sur les opérations de bourse, c'est un peu TVA aussi. Donc oui, il y a des taxes. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même une partie de votre investissement qui disparaît sous forme de taxes quand vous achetez des actions et des obligations. Qu'en est-il des investisseurs qui acceptent d'acheter ou de vendre en masse et qui manipulent ainsi le cours de l'action? On parle de GameStop, de Robinhood. C'est très intéressant ça comme question, parce que ce sont les actions qu'on appelle les meme stocks, c'est-à-dire media, machin, stock, donc des actions qui sont un peu montées en régime par des stars, par des acteurs, etc. Oui, il y a des mouvements de masse parfois. Ça, pour le coup, ça arrive. Il y a des gens qui interviennent sur les réseaux sociaux, parfois des personnes comme, vous savez, Elon Musk, le type qui envoie ses fusées là, un peu partout, là. Lui, parfois, il a manipulé son cours de bourse. Il donne des informations sur sa boîte, il dit achetez tel crypto, vendez tel crypto, et donc il fait bouger le prix des valeurs, simplement parce qu'il y a tellement de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux, finalement, il commence par influencer les personnes. Mais bon, il faut s'en méfier. Moi, je vais vous donner un bon conseil en bourse. Quand c'est trop à la mode, une action, il ne faut pas l'acheter. Parce que ça veut dire qu'il y a un peu d'émotion. Vous savez, on en parle, on a l'impression que le monde va être révolutionnaire, mais d'habitude, une action à la mode est une action qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. J'ai 16 ans, pensez-vous qu'il est sage de commencer à investir déjà? Est-ce qu'il y a des coûts? Ben oui, il y a des coûts. Ce sont des coûts fixes? Oui, en grande partie. 16 ans, c'est un peu tôt pour investir en bourse. Je ne sais d'ailleurs même pas si légalement on peut le faire. Mais par contre, ça peut avoir un sens d'acheter de temps en temps une action ou l'autre, pourquoi pas. Pour autant que l'objectif soit de les garder à long terme, c'est-à-dire de ne pas les revendre directement. Et après, si c'est une par mois, après 12 mois, vous avez 12 actions différentes. Et c'est comme ça que vous avez un petit portefeuille qui se crée. Et moi, je crois que la plus grande joie de faire ça, c'est s'intéresser finalement à une action, à une société, voir comment elle évolue. Ça permet de développer un peu sa curiosité. Et il y a une question aussi de savoir combien on investit en moyenne. Ça dépend. Hein. Moi, je pense que ça dépend de sa capacité d'épargne. Je crois que c'est sain d'épargner. Peut-être que je suis trop prudent en vous disant ça, mais voilà, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais si moi, je devais investir à votre âge ou un peu plus tard, j'investirais peut-être en bourse, peut-être 3-4% de mes 5% peut-être de mon épargne, et le reste, à votre âge, je le mettrais sur un compte d'épargne. Parce que, voilà, vous êtes encore dans un stade de vie où vous devez être attentif aux risques que vous prenez. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, parce qu'il est 11h, je ne sais pas si... Oui. Pardon? Non. Est-ce qu'il y a un montant minimum pour acheter une action? Non. Vous pouvez très bien acheter une seule action, mais le problème, c'est que vous achetez une seule action, et c'est pour ça que quand je disais acheter une action de temps en temps, en même temps, je me disais, bon, c'est peut-être pas très prudent, c'est que les frais sont très importants. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Peut-être qu'il vaut mieux effectivement ne pas le faire tous les mois. Je reviens un peu sur ce que je disais. Attendre quelques mois et investir un montant peut-être de plusieurs centaines d'euros en une fois pour que les coûts soient plus ou moins limités. Parce que sur un achat de 500 euros, les frais, c'est vite 15 à 20 à 30 euros. Hein. Il y a des taxes incompressibles.
ben, quand vous ramenez 15-20 euros à 500 euros, c'est 3-4% quand même du prix. Hein. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut garder une action à long terme. Parce que comme normalement les actions augmentent en valeur avec le temps, si vous la gardez pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 8 ans idéalement, eh bien normalement l'augmentation de cours, du prix, quand vous vendrez, aura largement dépassé les frais que vous aurez payés à la base. Donc voilà, il faut du temps, de la patience, de la diversification. Ça va? Voilà, ben écoutez, je vous remercie. En tout cas, j'espère avoir suscité un tout petit peu de curiosité. Je ne suis pas sûr que tout ce que je vous raconte, c'est pas un peu... voilà, c'est pas un monde trop complexe, mais en tout cas, je crois que ce qui est vraiment gai à votre âge, d'abord vous avez la vie devant vous, c'est quand même extraordinaire, mais soyez curieux, apprenez. On parlait du site Wikifin, mais apprenez, lisez, et vous verrez que ce qui vous semble emmerdant dans un premier temps, si vous vous accrochez un peu, après quelques semaines, ben, ça va vous sembler ludique, joyeux. Et dans les écoles supérieures, il y a beaucoup de clubs d'investissement. C'est-à-dire des gens qui décident de se mettre ensemble, mettre un peu d'argent et de se réunir chaque semaine pour acheter des actions en groupe. Et ben, ça suscite aussi beaucoup d'intérêt, de passion. On peut se spécialiser dans un secteur et finalement, vous terminerez peut-être dans une banque en étant spécialiste de McDonald's, hein, qui sait. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute. C'est un plaisir. Merci.